Chers collègues, chères auditrices et auditeurs, chers amis, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous avions demandé à Thomas Römer de dire quelques mots pour ouvrir ce colloque comme administrateur du Collège de France. Mais il est retenu pendant ces 2 journées à l'étranger et nous a chargé de vous transmettre tous ses vœux de succès pour notre travail. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France. Et c'est un immense honneur pour moi que d'introduire ces 2 journées de travail aux côtés du professeur Dominique Charpin. Archives paléo-babyloniennes, 140 ans de publications et d'études, 1882-2022. Voilà ce qui nous réunit ici pendant 2 jours. Ce colloque ne consiste nullement en une simple commémoration. Notre idée est surtout de montrer pendant ces 2 journées que les études paléo-babyloniennes, en particulier celles qui portent sur les documents d'archives produits en Mésopotamie entre le XXe et le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, constituent une recherche collective, vivante et tournée vers l'avenir. Les documents d'archives paléo-babyloniens actuellement publiés représentent 35 000 textes répartis sur 4 siècles. Ils ont été rédigés entre 2000 et 1600 environ avant Jésus-Christ. Ils proviennent d'une 50aine de sites différents, du plateau iranien au Levant, des contreforts du Taurus au golfe Persique. Le rythme de l'accroissement de ce corpus est considérable. En moyenne, ces 10 dernières années, pas moins de 320 textes inédits ont été publiés par an. Les genres attestés sont très variés. Les textes sont parfois très explicites, pour peu qu'on en comprenne les nuances. Des lettres, des procès, des contrats. Ils sont aussi parfois plus laconiques, comme les documents comptables. Heureusement, une fois remis en contexte, dans les séries, les dossiers ou les archives auxquelles ils appartiennent, tous sont signifiants et éclairent la vie, les usages, les motivations de milliers de femmes et d'hommes qui ont vécu il y a près de 4000 ans au Proche-Orient. Avant de passer la parole à Dominique Charpin, c'est pour moi, pour nous, un agréable devoir que de sacrifier à un rituel incontournable à l'ouverture d'un colloque, celui des remerciements. Ce colloque est organisé, comme vous le savez, dans le cadre des activités de la chaire Civilisation mésopotamienne du Collège de France. Et c'est avec un grand plaisir que nous remercions tous les personnels qui nous ont épaulés ici au Collège de France tout au long des préparatifs. Ils sont trop nombreux pour être nommés individuellement, mais ils se reconnaîtront. Ce colloque s'inscrit aussi dans le cadre des travaux de l'UMR 7192, PROCLAC, du CNRS, et nous remercions sa direction, le professeur Thomas Römer, et notre collègue Lionel Marty, pour leur soutien. Il nous faut bien évidemment mentionner aussi les institutions sans lesquelles cet événement n'aurait pu avoir lieu. La Fondation du Collège de France, l'ANR, la FMSH. Toutes 3 nous ont accordé, à des titres divers, leur soutien financier, et nous tenons à leur témoigner ici toute notre gratitude. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus parler, écouter, participer à ces 2 journées de travail. Je vous souhaite un très bon colloque et je laisse la parole à Dominique Charpin pour une introduction d'ordre historiographique. Nous aurions pu, et peut-être dû, intituler ce colloque « Archives babyloniennes, 150 ans de publications et d'études ». Car tout a commencé en 1872 avec George Smith. Cela pourrait paraître étonnant. Pour beaucoup d'entre vous, ce nom et cette date évoquent la communication que fit le jeune assyriologue anglais en décembre de cette année à la Société d'archéologie biblique à Londres. Il y fit part de sa découverte d'un récit du déluge parmi les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Mais George Smith avait, le 6 juin 1871, fait une première communication à la même société. Elle portait sur l'histoire ancienne de la Babylonie et fut publiée quelques mois plus tard. Dans cette étude, il traduisait toute une série d'inscriptions commémoratives depuis le règne de Sargon d'Akkad jusqu'au début de l'époque néo-assyrienne. Il y souligna aussi l'intérêt des documents d'archives d'époque que nous appelons aujourd'hui paléo-babylonienne. Je le cite, « C'est à cette époque que commence une série de tablettes datées qui sont d'un grand intérêt en raison de l'aperçu qu'elles donnent de la situation et de l'histoire de la Babylonie. Ces tablettes, qui enregistrent des ventes et des prêts, sont toutes écrites en langue touranienne, en disant aujourd'hui sumérien,
Mais presque tous les noms sont écrits phonétiquement en sémitique. Elle nous montre que la méthode de datation en année courante du souverain régnant n'était pas utilisée à l'époque, la méthode habituelle sur la plupart des tablettes étant de dater à partir d'un événement particulier qui s'est produit au cours de l'année. Dans la suite de l'article, il donnait la traduction de nombreux noms d'années dont il publia peu après la copie. Ces noms d'années se trouvaient sur les tablettes rapportées au British Museum à la suite des fouilles menées en 1854 dans ce qu'on appelait alors la Chaldée, c'est-à-dire la Mésopotamie du Sud. Parmi ces tablettes, il fit un sort particulier à un contrat daté du roi de Larsa Nouradad, dont le nom était alors lu Nourvoul. Il en résuma le contenu en ces termes. Cette tablette est un contrat de location de terre pour 8 ans, au prix de 1,5 mine d'argent. Les parties du contrat, nous dit-on, par le nom du dieu Our, en fait Nana, et de Nourvoul le roi, donc Nouradad, ont juré. La date du contrat est le mois de Tébitou, de l'année où il a décoré d'or un haut trône pour le dieu Shamash. La référence de cette tablette n'est pas donnée, mais les indications fournies permettent d'identifier ce texte. C'est précisément la tablette que nous avions choisie pour l'affiche de notre colloque. Toujours dans cette étude de 1872, George Smith donnait la traduction intégrale d'un de ces textes, republié depuis comme Telsifre 37. Donc, on peut considérer que nous fêtons bien les 150 ans du début de l'étude des textes d'archives paléo-babyloniens et les actes de notre colloque reprendront ce chiffre plus rond que 140. Mais alors, pourquoi l'invitation à ce colloque évoquait-elle 140 ans ? C'est à cause de la façon de compter les textes dans la base de données Archibab. La définition que donne Archibab est la suivante. Un texte intégralement publié est un document pour lequel est donné un accès au texte complet dans son aspect matériel par un fac-similé, copie ou photo de l'intégralité du document, et ou dans son aspect littéral, une translittération et éventuellement une traduction de l'intégralité du document. Or, George Smith n'a pas publié de copie intégrale. Il fallut attendre encore 10 ans pour que les tablettes sur lesquelles il avait travaillé soient publiées. Ce fut fait par un jésuite, le père Strassmayer, en 1882, mais avec l'indication erronée que ces tablettes provenaient de Warka, l'antique Uruk. Elles se trouvent donc être les premiers textes d'archives paléo-babyloniens entièrement publiés, même si ce fut dans un premier temps seulement sous la forme de copies. 4 ans plus tard, Penchies, en 1886, donnait l'édition d'une de ces tablettes avec une copie cunéiforme imprimée. Quelques-unes furent reprises en 1893 par Bruno Meissner. Il indiquait que les tablettes venaient en réalité de Telsifre, l'antique Koutalla, où elles avaient été découvertes par William Kenneth Loftus et rapportées au British Museum. En 1931, l'abbé Charles-François Jean donna une nouvelle copie de l'ensemble de ces textes, sans en donner d'édition, et suivant une suggestion de Jean-Marie Durand, j'y travaillais dès ma maîtrise en 1974-75, recherche qui aboutit à ma thèse du 3e cycle en 1980. Or, je m'aperçus, chemin faisant, qu'une partie des tablettes réputées provenir de Telsifre avait en réalité été découverte à Our par John Taylor en 1854, et l'on sait maintenant exactement d'où elles proviennent. La tablette du temps de Nouradad, traduite par George Smith en 1872, est devenue le numéro 1 de la publication de Strassmayer en 1882, fait partie de ces tablettes découvertes par Taylor à Our en 1854. Elle est donc emblématique de notre colloque à de nombreux titres, et pas seulement par son statut de première tablette. Elle montre que l'histoire de la recherche permet parfois de mieux comprendre les textes. Elle montre aussi que les approches diplomatiques et prosopographiques sont essentielles, puisque c'est initialement par l'étude des formules et des témoins que cette tablette a pu être située à Our.
Voilà pour les circonstances qui nous ont réunis pour ces 2 jours de colloque. Nous avons derrière nous 150 ans d'études et de publications, et c'est un bel héritage. Mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous, et ce colloque est tout à la fois l'occasion d'un bilan et l'opportunité d'esquisser les nombreuses perspectives qui s'offrent à nous. Et je laisse maintenant la parole à Antoine Jacquet, qui a organisé ce colloque avec moi et qui va rapidement vous présenter les 7 sessions entre lesquelles ont été réparties les 29 communications. Il me faut tout d'abord dire un mot du calendrier. Lorsque la date de ce colloque a été fixée, celle de l'ICAN, le Congrès international d'archéologie du Proche-Orient ancien, qui se tient en ce moment même à Copenhague, n'était pas encore connue. Et jamais jusqu'à présent, un colloque de l'ICAN n'avait eu lieu en mai. De sorte que la malheureuse coïncidence entre ces 2 événements n'était guère prévisible. Nous remercions les collègues qui ont accepté d'écourter leur séjour au Danemark pour nous rejoindre, et nous excusons dans le même temps ceux qui auraient aimé être présents parmi nous, mais n'ont pas pu se libérer. Certains se sont proposés de participer néanmoins à la publication finale, et nous nous en réjouissons. Nous regrettons également que Jean-Marie Durand n'ait finalement pas pu se joindre à nous, et aussi l'absence de Stephen Moore, dont vous pouvez encore voir le nom sur les programmes imprimés, et qui a dû au dernier moment annuler sa venue à Paris pour des raisons familiales. Je vais tenter de vous donner ici en quelques minutes un aperçu du programme riche et varié qui nous attend. Aujourd'hui, 15 communications. Après une introduction de Dominique Charpin, qui donnera une vue d'ensemble des documents d'archives paléo-babyloniens publiés depuis 1882, nous accueillerons Ariane Thomas, directrice du département des Antiquités orientales du Louvre, pour présider une séance intitulée « Un immense espace géographique », car il nous a semblé qu'il fallait tout d'abord mettre en évidence la grande unité culturelle qui a couvert l'ensemble du Proche-Orient ancien. Nous entendrons les communications à cette occasion de Catherine de Graaf, Jacob Lauinger, Monsieur le professeur Leit Hussein, puis les communications de Nele Ziegler et Olivier Roux. C'est toute la Mésopotamie et ses périphéries, au plan géographique, qui partagent alors une même culture écrite, cunéiforme du point de vue de l'écriture et acadienne du point de vue de la langue. Nous reprendrons nos travaux après la pause déjeuner avec, à la baguette, le professeur Mark van de Meerop, professeur à l'Université de Columbia, pour une séance intitulée « De la comptabilité à l'histoire en Haute-Mésopotamie ». Des communications d'Ilya Arkhipov et Lionel Marty pour Marie, Anne-Isabelle Langlois pour Choubaten-Lille, Cherna, Denis Lacambre pour l'ancienne Ashnakoum. Après une courte pause, Sophie Desmar-Lafont, professeure à l'Université de Paris II et directrice d'études à l'EPHE, prendra la présidence de nos travaux pour une séance intitulée « Archives, lexicographie et formation des scribes ». Des communications de Hervé Reculot, Patricia Bou-Pérez, Veren Chalandar nous donneront un aperçu de la grande richesse lexicale des archives paléo-babyloniennes. Enfin, nous terminerons la journée avec 2 conférences consacrées aux écoles et à la formation des scribes, l'une dans le sud à Our avec Marine Béranger, l'autre plus au nord à Marie avec Grégoire Nicolet. Nous nous retrouverons demain à 9h pour 14 conférences supplémentaires. Brigitte Lyon, professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne, prendra la présidence de la première séance qui portera sur les archives et la vie juridique, avec des contributions de Sophie Desmar-Lafont, Gabrielle Laspada et Wiebke Meinhold. Nous enchaînerons avec une séance présidée par Francis Johannes, professeur émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne, pour aborder la documentation sous l'angle de la diplomatique des documents et de la constitution des archives. Anne Goderis, Michela Vesely, Michel Tenray et moi-même vous présenterons 4 approches de la documentation attentives à la forme et à la formulation des tablettes, ainsi qu'aux principes à l'œuvre dans la constitution ou la reconstitution des archives d'époque paléo-babylonienne. Petit changement dans le programme, donc, du fait de l'absence de Stephen Moore, nous reprendrons demain après-midi à 14h15 et non à 13h45 comme indiqué sur vos programmes imprimés. La première séance présidée par le professeur Hervé Reculot de l'Université de Chicago est intitulée « Administration et société ». Nous entendrons des communications de Thibaut Nicolas, Michael Vichard et Grégory Chambon.
La dernière séance sera consacrée à une réflexion sur la constitution et la publication des collections de tablettes. Elle sera présidée par Michel Tenray, professeur émérite de l'Université de Gand. Boris Alexandrov n'a pas pu nous rejoindre en personne. Nous diffuserons un enregistrement vidéo de sa communication portant sur les collections paléo-babyloniennes du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Zsombor Földi et Francesca Nebbiolo nous donneront un aperçu des tablettes conservées au British Museum dans la collection Kuyunjik et au Hearst Museum de Berkeley. Pour finir, Rins de Boer abordera la difficile question du statut des tablettes issues des fouilles clandestines depuis 1990. 29 communications au total donc, et certainement de quoi satisfaire la curiosité de tous. Je passe sans plus attendre la parole à Dominique Charpin pour son introduction intitulée « Les documents d'archives paléo-babyloniens 1882-2022, une vue d'ensemble ».